Ok les gars, aujourd'hui on va faire une petite vidéo d'analyse fondamentale pour les nuls. J'avais pensé que ça pouvait être intéressant de passer en revue toutes les annonces de cette semaine. Donc je ne vais pas faire toutes les annonces économiques qui existent, mais simplement celles de cette semaine et de vous expliquer une à une, sans trop rentrer dans les détails, qu'est-ce que cette annonce économique est, quel est l'impact qu'elle aura sur les marchés. Et ben, on va décortiquer tout ça ensemble, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur l'intro. Donc, comme vous le savez peut-être, les annonces économiques vont avoir un impact sur les marchés financiers, forcément. Tout ce qui est... Alors, quand je dis annonce économique, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça peut être un rapport économique. Donc, un rapport, ça va être un document qui va être publié par une certaine société, soit du gouvernement, soit une société privée, et qui va nous donner des données sur l'économie. Ça peut être par exemple les chiffres de l'inflation, ça peut être par exemple les chiffres de l'emploi, ça peut être des chiffres sur l'activité économique. Donc comment est-ce que l'économie se porte? Et toutes ces données-là, forcément, vont permettre aux investisseurs après d'évaluer la valeur d'un actif. Pour ma part, je trade le Forex, donc je vais surtout me pencher sur les devises. Et donc les données économiques vont avoir un impact sur la valeur que les investisseurs vont percevoir d'une devise par rapport à une autre. J'espère que vous m'avez suivi, c'était peut-être un peu compliqué, mais j'ai pas vraiment d'autre façon de le dire. Donc ça, c'est une première chose. Donc on a les rapports économiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut aussi avoir des événements géopolitiques. Donc la géopolitique, bah, c'est tout ce qui touche au monde. Donc ça peut être par exemple le conflit au Moyen-Orient, ça peut être les élections présidentielles aux États-Unis, ça peut être un accord qui va être signé entre deux pays. Ça peut être par exemple les tariffs, ça c'est les taxes à l'importation, il me semble. Donc les taxes par exemple qu'un pays va mettre sur tous les produits qu'il va importer, du coup ça va avoir un impact sur les accords commerciaux entre les différents pays. Enfin bref, toutes ces choses qui ne sont pas du coup des rapports économiques purs avec des données, mais plutôt des événements de la vie politique et économique du global, donc du monde entier. Ça va aussi avoir un impact sur la valeur des devises. Et puis alors on va aussi avoir en dernier tout ce qui va être politique monétaire. Alors ici je ne parle pas des rapports de politique monétaire, donc ce qu'on appelle les statements, qui sont publiés 8 fois par an, donc plus ou moins tous les 1 mois et demi, on a les banques centrales qui publient une déclaration dans laquelle elles expliquent quelles ont été les dernières décisions de politique monétaire en date. Et donc je ne parle pas de ça, je parle plutôt de tout ce que les responsables de politique monétaire, donc ça veut dire les personnes qui siègent, que ce soit à la Banque Centrale Européenne, que ce soit à la Réserve Fédérale Américaine ou bien n'importe quelle autre banque centrale, ces personnes-là vont parfois s'exprimer devant la presse et dire des choses qui vont avoir un impact sur les marchés financiers. Forcément, si un responsable de politique monétaire dit quelque chose qui est supposé faire apprécier la valeur d'une devise, et bien automatiquement les investisseurs vont s'empresser d'acheter cette devise. Donc voilà, mais donc ça, retenez que c'est les 3 éléments principaux qui constituent l'environnement macroéconomique global. Donc pour être sûr que vous me suivez jusque-là, on a donc les rapports économiques qui contiennent les données, ou appelez ça juste la data, les data, donc les données. On a du coup les discours de responsables de politique monétaire, de personnes influentes tout simplement dans le monde de la politique monétaire, et puis on a les événements géopolitiques. Donc ça, c'est les 3 choses. Donc maintenant, pour décortiquer le calendrier, je ne vais pas m'attarder sur toutes les données parce que comme vous le voyez, il y en a beaucoup. Je ne les ai pas comptées, mais donc pour la semaine 10, c'est la semaine actuelle, donc qui s'étend de aujourd'hui, nous sommes le 4 jusqu'au 10 mars. Pour cette semaine, du coup, il y a beaucoup de données, mais vous voyez peut-être que j'ai mis une petite épingle rouge pour les données principales. Donc j'aime bien faire ça dans mon calendrier. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien dans la description. Comme vous voyez ici, il est mis cette page est accessible sur blablabla. Ben, ce lien-là, il est mis en lien Bitly dans la description. Vous cliquez dessus et vous accédez tout simplement à ce que j'ai là. Bon, pour l'instant, la semaine vient de commencer, j'ai pris aucune note, mais généralement, en fait, quand vous voyez une petite icône de page ici et que vous cliquez dessus, j'ai pris des notes par rapport à la publication, le rapport, l'annonce économique, bref. Donc pour passer les données en revue, je vais peut-être d'abord les passer. Donc vous expliquer ce que chaque donnée est et ensuite essayer de vous décortiquer un peu l'impact possible que ça peut avoir sur les marchés. Je dis possible parce que les données ici que vous voyez à l'écran ne sont pas encore sorties. Bref, donc le PMI des services, c'est une donnée qui concerne les États-Unis lorsque vous voyez ISM. Donc pour vous lire littéralement la donnée, c'est ISM Services PMI. Donc le PMI, c'est le Producer Manager Index. Donc pour être sûr comme ça, je vais essayer de vous montrer le plus de choses possible à l'écran, comme ça vous pouvez vraiment faire des liens. Donc c'est le Purchasing Manager Index, pardon, pas le Producer Manager Index, je me suis trompé. C'est le Purchasing Manager Index, donc en gros, c'est l'indice des directeurs d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Ça veut dire que dans une entreprise,
Ok, les personnes qui sont à la tête de tout ce qui est commande de matières premières, etc., on va les appeler les directeurs d'achat. Donc imagine que tu es tu es le patron d'une entreprise et que tu veux produire des biens. Par exemple, imagine que tu veux produire des chaises en bois. Mais pour produire des chaises en bois, tu vas devoir acheter du bois. Et donc la personne dans ton entreprise qui va être chargée d'acheter les matières premières qui sont le bois, ça va être le directeur d'achat. Et donc souvent, ce qu'on observe dans une économie, c'est que les directeurs d'achat vont modifier leur demande, tout simplement, la quantité de biens, de matières premières qu'ils vont acheter par rapport au cycle économique dans lequel on est. Donc par exemple, si on rencontre des prix très élevés dans l'économie ou bien si la demande de la part des clients pour les chaises en bois que tu produis dans ton entreprise est faible, eh bien à ce moment-là, les directeurs d'achat vont diminuer forcément la quantité de matières premières qu'ils achètent parce qu'ils vont vendre, ils anticipent qu'ils vont vendre moins de chaises, donc ils vont acheter moins de bois. Et à l'inverse, si l'économie se porte très bien, que les directeurs d'achat anticipent une augmentation de la production dans les semaines ou les mois à venir, eh bien ils vont acheter plus de matières premières. Mais donc ça, globalement, c'est ce que l'indice des directeurs d'achat mesure, donc c'est ce que le Purchasing Manager Index mesure. Et alors, c'est un indice composite, ça veut dire qu'on va lui donner une valeur qui va de 0 à 100, et généralement cette valeur va se situer autour de 50. Lorsqu'elle est supérieure à 50, c'est positif, entre guillemets, ça veut dire que le secteur en question se porte bien, je vais expliquer juste après pourquoi je parle de secteur, et si l'indice est en dessous de 50, ça veut dire que le secteur se porte plutôt mal, on va dire qu'il est en contraction. Donc pourquoi je parle de secteur? Parce que comme vous le voyez, c'est PMI ici, donc Purchasing Manager Index, mais il est mis Services, donc du secteur des services. Donc il faut savoir qu'une économie se constitue du secteur manufacturier et du secteur des services. Globalement, quand vous pensez à l'économie, qu'est-ce qu'on a dans une économie? On a des industries, et puis on a des services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des magasins, des entreprises qui octroient directement des services. Ça peut être des restaurants, un coiffeur, des services hospitaliers, etc. Et globalement, une économie, c'est des biens et des services, si on devait vraiment la résumer de la façon la plus simple. Et donc, vous allez voir que le PMI peut être soit manufacturier, ou manufacturing en anglais, ou bien services. Et donc, vous allez vraiment avoir cet indice des directeurs d'achat pour les deux secteurs. Ici, la donnée qu'on va avoir donc demain, c'est l'indice des directeurs d'achat du secteur des services. Et donc, le chiffre qu'on va avoir ici, imaginons qu'il s'établisse à 52,9, et je vais juste expliquer après les trois colonnes ce que c'est. Donc, l'indice, s'il sort à 52,9, ça veut tout simplement dire que le secteur des services se porte plutôt bien, il est en territoire d'expansion, étant donné qu'il se trouve au-dessus du niveau 50. Donc ça veut dire quoi? Parce que cet indice, en fait, il faut savoir qu'il est constitué de plusieurs sous-indices qui le composent. Ça veut dire qu'en fait, c'est une moyenne de plusieurs indices. Donc globalement, pour le dire en français, quand vous voyez que l'indice des directeurs d'achat est supérieur à 50, ça veut dire que les composantes de cet indice sont positives et que donc ici, c'est ça les composantes, les sous-indices qui constituent cet indice, ce sont les nouvelles commandes, les niveaux des inventaires, la production, les livraisons et l'emploi. Et donc quand vous voyez que l'indice ici est supérieur à 50, vous pouvez... Après, il faut regarder le détail de la donnée, mais comme je l'ai dit, je vais essayer de garder la vidéo très simple. Ça veut globalement dire que les nouvelles commandes dans le secteur des services sont plutôt bonnes, donc les entreprises de services reçoivent des commandes, les niveaux d'inventaire sont plutôt bas, du coup ça veut dire qu'ils vendent, la production est bonne, donc les entreprises de services tournent, le niveau d'emploi dans le secteur des services est bon, etc. etc. Voilà. Je l'explique très simplement, vous vous en doutez, c'est un peu plus compliqué que ça, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si vous tapez, je crois sur YouTube, Dorian Trading PMI, vous devriez pouvoir la trouver si vous voulez plus de détails. D'ailleurs, je vous invite, si jamais la plupart des rapports que je vais, la plupart des annonces économiques que je vais décortiquer ici vous intéressent, vous avez envie de plus en apprendre dessus, soit de vous taper le nom de l'annonce, donc par exemple ISM Services PMI sur Google, et derrière vous allez taper Investopedia, comme vous le voyez à l'écran. Ça va vous mettre une page ici. C'est un peu le Wikipédia de l'investissement, de la finance, etc. Ça va vous aider déjà à comprendre. Si jamais vous ne comprenez pas ce qui est écrit sur la page, vous pouvez toujours faire clic droit et traduire. Traduire en français, normalement c'est proposé. Comme ça, ça vous traduit la page en français, si jamais vous avez du mal avec l'anglais. Mais bref, mais donc si jamais vous êtes intéressé, simplement peut-être taper... si vous voulez voir ça avec mes vidéos, sinon vous pouvez juste taper le nom de l'annonce. Mais si vous voulez voir mon explication de l'annonce, vous tapez Dorian Trading et puis vous tapez le nom, par exemple ADP. Peut-être que j'ai fait une vidéo dessus. Ou alors l'emploi, etc., etc. Bref, donc je continue. Donc ça, c'est pour l'indice PMI des services et qui concerne du coup l'économie américaine. J'avais dit que j'allais juste expliquer les trois colonnes. Donc c'est pas très compliqué.
actual, donc la colonne actuelle, en fait, c'est les mêmes que celles que vous avez sur Forex Factory. Ici, vous avez actuel, forecast et previews. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est Forex Factory, c'est un calendrier économique sur lequel tu vas pouvoir retrouver les annonces économiques, en tout cas la date à laquelle elles seront publiées pour n'importe quelle économie. Ici, j'ai simplement affiché celle de l'Europe et des États-Unis et j'ai sélectionné toutes les cases ici qui me permettent de voir du coup le niveau d'importance de l'annonce. Quand elles sont en rouge, c'est des annonces très importantes. Quand elles sont en jaune, c'est des annonces peu importantes. Orange, c'est entre les deux. Mais donc du coup, par exemple, aujourd'hui, tu vois qu'on avait eu plusieurs annonces pour l'Europe, du coup, ici, et qui étaient de faible importance parce qu'elles étaient en jaune. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, du coup, mes trois colonnes sont les mêmes que Forex Factory. Et donc, ce que tu retrouves ici, c'est le chiffre actuel, la prévision, avant que la donnée sorte, et puis le chiffre précédent. Donc par exemple ici, la première donnée qu'on a eue cette semaine, c'est celle-ci. Je ne vais pas expliquer en détail ce que c'est parce qu'elle n'est pas importante, mais juste pour que tu saches lire les chiffres. Ici, qu'est-ce que les chiffres veulent dire? Ça veut dire que lorsque la donnée est sortie, le nouveau chiffre qu'on a eu aujourd'hui, en fait, il est de moins 10,5. Okay, donc le Centix Investor Confidence est sorti à moins 10,5. Les investisseurs, avant que la donnée soit sortie, s'attendaient à un chiffre de moins 10,8. Ça veut dire qu'il est sorti plus haut que prévu. Et précédemment, donc le mois précédent, la donnée était de moins 12,9. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc par exemple, pour le PMI des services, au mois précédent, c'est-à-dire au mois de janvier, il était de 53,4. Les investisseurs s'attendent à ce que la donnée en février, du coup, puisque le rapport qu'on a au début du mois de mars, donc maintenant qu'on va avoir mardi, se fait référence aux données, à l'état de l'économie au mois de février. Forcément, parce qu'il faut d'abord récolter les données, faire le rapport et puis le publier. Donc on aura toujours des données un peu retardées. Mais donc, les investisseurs s'attendent toujours, parce qu'on n'a pas encore le rapport, à ce que les données sortent à 52,9. Et puis, on aura demain à 16h la donnée actuelle et on saura est-ce que c'est sorti à 52,9, est-ce que c'est plus élevé que ça, moins élevé que ça, etc. Bref. Déjà, juste avec ce que je viens de vous expliquer maintenant, normalement, vous devriez pouvoir interpréter n'importe quelle donnée dans le sens où tout ce que vous avez à faire, c'est vous regardez le nom, tout simplement. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez taper sur Investopedia ce que c'est, ou sur YouTube, ou peu importe, sur Google. Et puis, vous savez maintenant lire les chiffres, tout simplement. Donc là, par exemple, vous voyez que pour l'ADP, les gens s'attendent à un chiffre de 145 000. Le K, c'est pour dire 1000. Et avant, on avait un chiffre de 107 000. Bref, je continue à vous expliquer brièvement les données. Donc, ADP Non-Farm Employment Change. ADP, c'est un cabinet. Ok, je vais vous montrer. Donc, ADP, c'est, je ne sais pas, c'est l'abréviation de quoi. Mais bref, le ADP, donc c'est un cabinet, donc un institut de recherche qui est privé. Donc, c'est pas une entreprise gouvernementale et qui publie chaque mois des données sur le marché du travail. Donc, voilà. Alors, la donnée en particulier qui intéresse les investisseurs, c'est le Non-Farm Employment Change. En réalité, donc c'est un rapport sur l'emploi dans lequel on retrouve en fait ce chiffre-là. Donc vous voyez que ce 107 000-là correspond aux 107 000 qu'on avait ici. Et en fait, c'est tout simplement la masse salariale qui a été créée dans l'économie américaine. Donc en français, c'est combien d'emplois ont été créés dans l'économie américaine au cours du mois précédent. Donc là, vous pouvez voir qu'en janvier 2024, il y a 107 000 emplois qui ont été créés dans l'économie américaine. Donc encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail de est-ce que c'est un bon chiffre, est-ce que c'est un mauvais chiffre, mais je vous montre simplement qu'est-ce que le rapport et comment lire les données. Ok, voilà, je continue. Fetcher Powell Testify, ça c'est quelque chose que vous n'allez pas souvent voir sur le calendrier économique parce que c'est, je crois, que 2 ou 3 fois par an. Mais c'est une donnée très importante. Ça veut dire que Jérôme Powell, pour vous la faire très courte, je vais vous montrer une super photo de lui. Donc Jérôme Powell, c'est le président de la Réserve fédérale. Voilà, donc il ressemble à ça. Donc c'est le président de la Réserve fédérale américaine, qui est la banque centrale américaine, ok. Et il faut savoir qu'en fait, il est responsable devant le Congrès. Donc le Congrès, c'est l'organe gouvernemental des États-Unis. C'est l'équivalent un peu de, il me semble, la Chambre des représentants. Le problème, c'est que je ne connais pas bien la politique française. Mais bref, dites-vous simplement que donc la Banque centrale américaine est une institution gouvernementale indépendante pour éviter qu'elle soit influencée par de la politique et les pots de vin et tous ces trucs-là, mais elle est quand même responsable devant le gouvernement et du coup particulièrement devant le Congrès des États-Unis. Et donc, chaque année, mais je ne sais plus si c'est une fois ou deux, peut-être que je peux regarder rapidement, comme ça je vous dis ça tout de suite pour pas dire d'erreur. Semi-annuel, donc c'est 2 fois par an. Donc 2 fois par an, Jérôme Powell doit tenir un témoignage devant le Congrès, donc peut-être que je vais trouver une photo, comme ça vous voyez. Voilà, donc c'est vraiment ça. Il est... Est-ce qu'il y a une photo de grand angle?
Bref, mais du coup, en gros, il est là, comme un petit élève qui est interrogé devant la classe. Donc il est assis sur une chaise et en gros, il est interrogé par les membres du Congrès sur des questions qui touchent à la politique monétaire. Donc en gros, on vérifie simplement qu'il fait bien son job. C'est très important parce que souvent, comme il doit débattre de la politique monétaire et justifier les décisions de politique monétaire que l'institution a prises, donc que la Réserve fédérale a prises, il donne beaucoup d'indices sur où en est la politique monétaire, les raisons derrière ces choix de politique monétaire, etc. Donc c'est très important parce que ça va énormément influencer la valeur du dollar. J'y reviendrai plus tard. Mais donc c'est ça que ça veut dire le Fed Chair Powell Testifies. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire le président de la Fed, donc Fed Chair, Powell, donc Jérôme Powell, testifies, donc il testifie, il tient un témoignage devant du coup le Congrès. Mais ça, il faut le savoir que c'est devant le Congrès. Alors ensuite, les JOLTS Job Openings, c'est comme ADP, donc c'est aussi une enquête sur le marché du travail, sauf que ici, ça montre le nombre d'ouvertures d'emplois dans l'économie américaine, ou plutôt le nombre de postes ouverts, je devrais plutôt le dire comme ça, dans l'économie américaine au mois dernier. Donc ici, on voit que, par exemple, en janvier, il y avait 9,03 millions d'emplois de postes ouverts dans l'économie américaine. Donc un poste ouvert, c'est quoi? C'est un emploi qui est disponible, qu'on peut prendre. Donc si tu vas postuler et que tu veux le prendre, tu peux le prendre tout de suite, mais qui n'a pas encore été rempli. Et alors JOLTS, c'est le nom de l'enquête en fait, pour vous le montrer. Donc ça s'appelle Job Openings. C'est pas noté ici, je vais vous le montrer. Ça s'appelle Job Openings and Labor Turnover Survey. Donc c'est les initiales de donc JOLTS. De cette enquête des postes ouverts et du turnover, je ne sais pas ce que ça veut dire, bref. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une enquête qui nous donne 3 données, donc les ouvertures d'emploi, les embauches et les licenciements. Et alors, vous avez tout des tableaux, etc. Mais encore une fois, si vous voulez davantage d'informations sur ces tableaux-là, j'ai déjà fait des vidéos sur le marché du travail, je vous invite à les regarder, elles sont bien plus poussées que ça. Mais donc ça, c'est pour les JOLTS. Donc encore une donnée sur le marché du travail. J'oublie parfois de dire c'est pour quel pays, mais quand vous voyez USD ici en mauve, c'est que c'est pour les États-Unis. Donc tout ça, ça fait référence aux États-Unis pour l'instant. Je continue. ECB Main Refinancing Rate, c'est très important et ça va en parallèle avec le ECB Monetary Policy Statement et le ECB Press Conference. Donc c'est publié à 14h15 jeudi. Donc c'est la décision de politique monétaire de la BCE. ECB, c'est European Central Bank. Donc c'est la Banque Centrale Européenne. C'est les initiales. Voilà. ECB, European Central Bank, Banque Centrale Européenne. Donc, données très importantes. Comme je vous l'ai dit tantôt, les banques centrales du monde entier, généralement, enfin, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais pour la Banque Centrale Américaine et pour la Banque Centrale Européenne, elles se réunissent 8 fois par an pour prendre des décisions de politique monétaire. Globalement, une décision de politique monétaire, la plus connue de toutes, c'est les taux d'intérêt. Donc, la Banque Centrale, dans ce cas-ci européenne, va choisir d'augmenter ou de diminuer ses taux d'intérêt. Elle peut aussi les laisser inchangés. Et donc ici, quand vous voyez ECB Main Refinancing Rate, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le taux de refinancement principal de la Banque Centrale Européenne. En gros, c'est le fameux taux d'intérêt dont je viens de vous parler. Et donc ici, on voit que précédemment, le taux d'intérêt était à 4,50% et qu'il est attendu à 4,50%. Je ne rentre pas plus dans les détails ici parce que c'est un sujet très complexe, les taux d'intérêt, pourquoi c'est un outil de politique monétaire, comment est-ce que ça influence l'économie, comment ça influence les marchés. Mais dites-vous simplement que cette donnée-là est probablement la donnée qui est la plus attendue tous les 1 mois et demi par les investisseurs. Celle-ci est du coup la décision de politique monétaire de la Fed qui sortira d'ailleurs ici, vous voyez. Federal Funds Rate, ici c'est le taux directeur, le taux fédéral de la Réserve fédérale. Donc ça sortira le 20 mars. Mais bref, là on parle de cette semaine. Donc ça c'est pour le ECB Main Refinancing Rate, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est le taux de refinancement principal de la BCE. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous le savez, mais la BCE a en réalité 3 taux directeurs. Je ne connais pas les noms exacts. Il y a le taux de repos, le taux REFI je crois. Bon, j'ai pas envie de dire de bêtises donc je vais rien dire, mais bref, elle a 3 taux. Celui qu'on regarde généralement, c'est le taux de refinancement. Donc le taux REFI, R-E-F-I, refinancement. Okay. ECB Monetary Policy Statement, c'est un rapport dans lequel la BCE explique simplement quelles ont été ses décisions de politique monétaire. Pour vous le montrer, parce que comme je l'ai dit, quand on voit, on retient mieux. Donc ça ressemble à ça. Donc je vais essayer de vous prendre le dernier. Donc le dernier, c'était en janvier. Je vais vous le mettre en français, comme ça vous le voyez en français. Mais donc ça ressemble à ça. Et si je vous mets donc en PDF, voilà, ça ressemble à ça. Bon, désolé, ici, il est en anglais. Mais donc, c'est Monetary Policy Decision. Et alors, ça dit, ben voilà, le Conseil des gouverneurs a décidé de maintenir les 3 taux d'intérêt de la Banque centrale inchangés, blablabla. Et ils expliquent en une page ou deux. Donc là, c'est pour les décisions de politique monétaire. Et là, c'est la fameuse déclaration. Ou alors Christine Lagarde, qui est la présidente de la BCE. Même chose, je vais vous le montrer. Comme ça, vous mettez des images. Donc ça, c'est Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Simplement, tient une conférence de presse où elle dit, bon, voilà, bonsoir. Alors, nous avons décidé de blablabla. Et elle détaille tout ça.
dans ce texte-ci. Mais donc ça, c'est publié jeudi à 14h15. Donc c'est ça que ECB Monetary Policy Statement veut dire, c'est simplement la déclaration de politique monétaire de la BCE. Ensuite, on a la conférence de presse. Donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'une banque centrale publie un rapport de déclaration de politique monétaire, une demi-heure après, le président de l'institution va tenir une conférence de presse où les journalistes vont pouvoir poser toutes les questions qu'ils ont par rapport à la politique monétaire. Donc ici, vous voyez que la donnée, donc le statement sort à 14h15. Une demi-heure après, on a la conférence de presse où Christine Lagarde s'exprimera. Et donc ça ressemble à quoi ? Press conference. Voilà, ça ressemble à ça. Donc on a Christine Lagarde, la présidente de la BCE, qui se tient derrière un truc pour parler, je ne sais pas comment ça s'appelle, et elle explique tout simplement les décisions, et comme je l'ai dit, les journalistes peuvent poser des questions. Donc ça, c'est pour le statement, la press conference. Après, de nouveau, vous voyez Fetcher Powell testifies, puisque du coup, c'est la même chose qu'ici, sauf qu'il témoigne devant deux chambres différentes. Donc, une première fois, il va témoigner devant, que je vous dise pas de bêtises, devant le comité, bon, c'est en anglais, le comité des services financiers, si je dis pas de bêtises. Et la deuxième fois, ce sera devant le comité du Sénat bancaire. Enfin bref, mais dites-vous simplement que c'est juste deux instances politiques gouvernementales américaines différentes, ok. Mais c'est surtout la première qui est importante, dans le sens où ici, souvent, il répète ce qu'il a déjà dit dans la première. Mais ça peut toujours être intéressant de regarder les deux. Bref. Et puis la semaine ici terminera avec les données officielles sur l'emploi. Alors pourquoi officielles ? Parce que vous voyez que tout au long de la semaine, laisse-moi juste faire un petit truc tant que je le vois. Toute la semaine, en fait, on a eu plusieurs données sur l'emploi. Donc on a eu le rapport du cabinet ADP, qui est, comme je l'ai dit, une institution privée, c'est pas quelque chose de gouvernemental. On a eu les JOLTS, qui sont quelque chose de gouvernemental, parce qu'ils sont publiés par le Bureau of Labor Statistics. Donc c'est le département du travail aux États-Unis, donc c'est une instance gouvernementale. Mais ces données-là ne font pas référence au mois de février. Les données ici, qui sortiront vendredi, font référence au mois de février. Celles d'ici, les JOLTS, font référence au mois de janvier. Et alors on a aussi, donc j'ai oublié de vous en parler, c'est pour ça que je l'ai vite mis ici, les Unemployment Claims, ce sont les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc pour le dire très simplement, c'est combien de personnes dans l'économie américaine se sont inscrites au chômage la semaine dernière. Et donc ici vous voyez par exemple que la semaine dernière, bon du coup pas la dernière, parce que la semaine dernière on aura les chiffres maintenant, mais la semaine encore avant, il y a 215 000 personnes qui se sont inscrites au chômage à ce moment-là. Alors ça paraît beaucoup, on peut se dire quoi, il y a autant de gens qui sont inscrits au chômage, mais il faut aussi prendre en compte le fait que en même temps que des gens s'inscrivent au chômage, il y a aussi des gens qui postulent pour des emplois et qui trouvent un emploi. Donc au final, ça ne veut pas dire qu'il y a 215 000 personnes qui ont perdu du travail. Enfin, quelque part si, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu une diminution de la masse salariale de 215 000. Non. Ça veut juste dire qu'il y a 215 000 personnes qui se sont inscrites pour être probablement demandeurs d'emploi et du coup toucher le chômage. Donc ça, c'est cette donnée-là. Mais donc voilà, comme vous le voyez, on a ADP, JOLTS, on a les Unemployment Claims. Toutes ces données-là, en fait, sont des données quand même importantes, qui touchent au marché du travail, mais le véritable rapport que les investisseurs attendent, c'est celui de vendredi, qu'on appelle souvent le NFP. Donc si vous tapez NFP et puis Investopedia, d'ailleurs, comme je vous l'ai expliqué tantôt, le fameux Wikipédia de la finance, vous allez voir qu'on parle de Non-Farm Payroll, donc c'est NFP. Et en fait, c'est simplement le rapport sur l'emploi, qui est aussi publié du coup par le BLS, donc le Bureau of Labor Statistics. Et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble... Hop. Donc ça ressemble un peu à la même chose, vous voyez que c'est quasi la même page quand on regarde, c'est juste que le titre change, Employment Situation Summary, donc ça c'est le nom officiel du rapport, c'est le résumé sur la situation de l'emploi, Employment Situation Summary, et globalement c'est encore un tableau un peu compliqué. Bon, j'aime pas cette présentation là, je vais vous la montrer différemment. Donc ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à des tableaux comme ça un peu compliqués. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus pour vraiment, si vous voulez, comprendre les détails de cette enquête. Mais retenez simplement que donc c'est un résumé de la situation de l'emploi aux États-Unis le mois précédent, donc comment le marché du travail se porte. Et alors il y a 3 données clés dans ce rapport-là. On a la masse salariale, donc c'est un peu la même chose en fait c'est littéralement la même chose enfin quasi la même chose. Je n'ai pas envie de dire des bêtises. C'est quasi la même chose que l'enquête d'ADP, dans le sens où le but de ce Non-Farm Employment Change, c'est de mesurer la variation de l'emploi aux États-Unis. Donc là, par exemple, on voit qu'au mois précédent, donc au mois de janvier, on a eu 353 000
emplois créés dans l'économie américaine. Alors on a aussi comme donnée importante dans ce rapport le salaire horaire moyen. Et donc ça, c'est la variation d'un mois sur l'autre. Donc si vous voyez par exemple 0,2%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport au mois précédent, les salaires, donc le salaire horaire, combien on gagne par heure de travail, a augmenté en moyenne de 0,2%. Et ensuite, le unemployment rate, c'est le taux de chômage. Et donc ici, on voit que le taux de chômage, il est de 3,7%. Et ça, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est le taux de chômage, je pense. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Alors maintenant, j'aimerais vite, si j'y arrive à le faire vite, parce que c'est quand même un peu compliqué, décortiquer un peu l'impact que ça peut avoir sur les marchés financiers. Ça, pour ceux qui sont vraiment débutants en analyse fondamentale, ça va peut-être être un peu compliqué de me suivre, mais essayez quand même peut-être de regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est bon parfois de se forcer justement à écouter des choses, même si on ne comprend pas tout. C'est comme si vous parfois lisez des articles économiques. Même si vous ne comprenez pas tout, forcez-vous à le lire en entier. Et au fur et à mesure, à force de répéter, ça va finir par rentrer. Et vous finirez par comprendre de plus en plus de choses. Je me souviens à l'époque, et c'est une mini parenthèse, mais je me souviens à l'époque quand je lisais des articles économiques, et en plus particulièrement en anglais, un site que j'aime bien c'est ING Think, donc ING et puis Think comme penser, T-H-I-N-K, je comprenais rien, parce que non seulement c'était en anglais, et mon anglais était pas terrible, et puis en plus il y avait beaucoup de notions économiques que je ne comprenais pas. Et puis voilà, j'ai continué à lire malgré ça, je mets des Google Traduction, ou bien DeepL, c'est un autre site de traduction, pour comprendre des choses, je mets des chats GPT, je lui posais des questions, et même si au début tu comprends peut-être qu'un dixième de l'article, et puis un huitième, un cinquième, et au fur et à mesure tu comprends de mieux en mieux. Et après un an, je crois que ça fait un peu plus d'un an quand même que j'ai l'habitude de lire des articles comme ça régulièrement, tu finis par comprendre tous les articles. Ça veut dire que maintenant tu me mets n'importe quel article, genre random d'économie, ou de finance, ou ce que tu vas trouver sur des sites comme Reuters, Financial Times, je sais pas moi, Bloomberg, CNN, etc. Tu me mets n'importe quel article, je peux te le lire et le comprendre. Alors après, bien évidemment, je ne suis pas un pro de tous les marchés. Il y a des choses, je vais dire, attends, je ne connais pas bien ce marché-là. Par exemple, parfois les gens me posent des questions, je sais pas moi, sur le marché des commodities, donc par exemple le pétrole ou l'or, et c'est pas des marchés que je maîtrise, mais comme j'ai appris à comprendre l'environnement macroéconomique global, je peux faire une déduction et me dire, ah oui, attends, quand, je sais pas, l'auteur parle de telle chose, en fait, il fait référence à ça. Parce que souvent, les économistes, les rédacteurs économistes utilisent des abréviations ou des termes un peu techniques, mais que tu finis par comprendre. Par exemple, je sais pas, moi, si je te dis dans un article, le 10 ans a pris 10 points, tu vas dire, c'est quoi le 10 ans a pris 10 points? Mais en fait, on parle du rendement des bons du trésor américain à 10 ans qui ont pris 10 points de base, ça veut dire 0, bon, j'ai pas exactement, là, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais voilà. Et c'est ça que ça veut dire. Ou alors, il y a le WTI a pris, par exemple, X%. Ben en fait, le WTI, c'est le... Alors, je ne sais pas c'est l'abréviation de quoi, mais ça fait référence au pétrole brut américain. Et donc, du coup, ben, quand tu vois le WTI a pris X%, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Ça signifie quoi? En fait, tu comprends que, par exemple, les prix du pétrole se sont appréciés pour X ou Y raison. Et ça, il faut lire l'article pour savoir c'est quoi la raison pour laquelle le prix du pétrole s'est apprécié. Mais donc, bref, ce que je veux dire par là, c'est à force de lire, tu vas finir par de mieux en mieux comprendre. Et quelque part, à force d'écouter ce genre de vidéos que je fais, ou d'autres vidéos sur Internet, parce que, encore une fois, je ne suis pas la seule source en matière... Enfin, c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur l'analyse fondamentale sur YouTube, je trouve. Mais si tu trouves d'autres sources aussi, de personnes qui te parlent d'analyse fondamentale, n'hésite pas à les écouter. Même si tu ne comprends pas tout au début, force-toi à les écouter parce que les mots rentrent quand même dans ta tête, tu les entends et tu finiras un jour par les comprendre. Tu diras, ah, mais j'ai déjà entendu ça quelque part et tu feras des liens, etc. Bref. Donc je disais, je vais retourner sur l'écran. Donc pour expliquer vaguement... Donc la semaine, les données clés, donc c'est celles que j'ai mises en rouge, donc ça je l'avais expliqué. Donc la semaine commence avec le PMI des services. Selon moi, le PMI des services représente un risque baissier pour le dollar. Pourquoi? Parce que pour deux raisons. Premièrement, du coup, si on observe un recul du PMI des services, il était à 53,4 en janvier. Si maintenant il recule comme les anticipations le disent à 52,9, c'est un recul par rapport au mois précédent. Et donc, quelque part, c'est pas une contraction du secteur des services, mais ça marquerait quand même un déclin de la santé du secteur. Aussi, il faut faire attention, et je crois que je l'avais noté... quelque part. Je vais juste reprendre un peu mes notes. Si jamais vous vous demandez ce que c'est, ça c'est mes notes. Chaque jour, je fais un peu des notes pour on va tout simplement taper. Je fais des notes pour la journée et la semaine à venir. Bref, donc voilà. Après le chiffre, ce qui reprend un risque baissier. Voilà, c'était ça. En fait, il faut savoir que bon là ça va être un peu compliqué, mais S&P Global qui est une autre instance, donc aussi on ne parle pas d'ISM, ISM c'est la société qui publie le PMI des services, mais il y a aussi S&P Global qui est une autre société qui publie aussi des chiffres préliminaires, donc avant ISM,
sur le PMI des services. Et en fait, selon l'enquête flash de SCP Global, l'activité dans le secteur des services avait ralenti en février pour atteindre son niveau le plus bas depuis 3 mois. Et donc, ça présente un risque que ici on ait une surprise à la baisse. Et si on a une surprise à la baisse dans le PMI des services, ça veut dire qu'on a une détérioration, un déclin plus important que prévu du secteur des services. Et donc, c'est essentiellement baissier pour le dollar. Mais c'est pas tant ce chiffre-là auquel je m'intéresserais, c'est surtout le sous-indice des prix. Pourquoi? Parce qu'il avait bondi à 64, ce qui est énorme. Il avait bondi à 64. Je sais pas si je peux vous le montrer. Je vais vous prendre un calendrier économique. Donc, la donnée sort demain. PMI des services, les prix. Voilà. Vous voyez ici, il était quoi? 59, 59, 56, 54. Et là, bam! L'indice des prix dans le secteur des services a bondi à 64. Donc on a une hyper grande accélération des prix dans ce secteur au mois de janvier. C'est bizarre. Enfin, je veux dire, on pourrait se dire qu'il y a eu une erreur dans les données. Donc je serais curieux de voir si on a de nouveau un chiffre élevé au mois de février ou si c'était juste une erreur dans les données et qu'on retrouve la tendance globale qui est autour de 55-60. Donc c'est surtout ça que je regarderai. Après, du coup, mercredi... Donc, donc simple, pour le dire en une phrase, PMI des services, selon moi, risque baissier pour le dollar. Et quand je dis risque baissier pour le dollar, imaginons que vous tradiez par exemple l'euro. Ok, imaginons que vous tradiez l'euro contre le dollar. Si maintenant je dis risque baissier pour le dollar, ça veut dire que c'est un risque haussier pour l'euro. Donc l'euro risque de s'apprécier un petit peu dans le cas où la donnée déçoit, dans le cas où la donnée est inférieure aux attentes. C'est ça que ça veut dire. Mais je vais juste parler par rapport au dollar, parce que tout le monde ne trade pas l'euro. Donc si je parle par rapport à l'euro, les gens vont dire je comprends pas. Donc je vais parler par rapport au dollar. Et donc du coup, faites la correction par rapport au pair que vous tradez. Si maintenant tu trades, je sais pas moi, le USD GPA, ou je sais même pas, en fait je connais pas les autres paires livrées en dollars, mais c'est à toi de voir si si le dollar baisse, ma devise fait ça, et si le dollar monte, ma devise fait ça. Bref. Le rapport ADP, il est hyper random. Retenez simplement que le rapport ADP, j'insiste là-dessus, n'a aucune capacité de prédiction sur le rapport officiel. Parce que souvent, des gens se disent « Ah, le rapport d'ADP a montré que la masse salariale a augmenté plus que prévu. Donc, la masse salariale du rapport officiel devrait augmenter plus que prévu. » Avec le temps, on a remarqué qu'il n'y a aucune corrélation. Il y a même un truc bizarre qui se produit. Il y a une corrélation négative entre les deux. Donc, souvent, quand le rapport ADP augmente plus que prévu, le rapport sur l'emploi diminue plus que prévu. Ce qui est totalement illogique. Mais bref, du coup, ne vous fiez pas trop à ce rapport-là. À la limite, l'un des intérêts qu'on peut avoir sur le rapport d'ADP, c'est de lire les données sur les salaires, voir s'il y a des pressions au niveau des salaires, au niveau de la boucle salaire-prix. Et pourquoi ce serait intéressant? C'est d'autant plus intéressant qu'on a observé une réaccélération de la croissance du salaire horaire moyen au mois passé aux États-Unis. Donc ça pourrait être intéressant de regarder déjà cette donnée-là. Fed Chair Powell testifies, ça présente un risque légèrement bullish pour le dollar. Pourquoi? Parce que Powell va probablement réitérer la position de la Réserve fédérale qui est pour de la prudence. À plusieurs reprises, les responsables de la Fed ont répété qu'ils ont besoin de plus de confiance en le retour de l'inflation vers 2% avant d'envisager des baisses de taux. Donc il va probablement réaffirmer ce message-là, ce qui permettra peut-être au dollar de se réapprécier après avoir perdu pas mal de points la semaine dernière. Ensuite, on a les JOLTS. Donc les JOLTS, du coup, même chose. En fait, pour tout ce qui est donné sur l'emploi, même si elles ont une certaine valeur à court terme, donc elles vont amener beaucoup de volatilité sur les marchés. Lorsque les données ADP et JOLTS sortent, vous allez voir les marchés faire des swings, beaucoup de volatilité. Mais les investisseurs se concentrent surtout sur ce rapport sur l'emploi-là. Celui de vendredi. Donc je ne vais pas trop parler de ça pour l'impact sur les marchés. Disons que s'il y a un impact sur les marchés, on peut très bien avoir l'ADP qui fait bondir le prix pour finalement avoir le prix qui crache complètement avec le rapport officiel. Parce que toutes les données sur l'emploi qui vont être publiées durant la semaine seront effacées et annulées par les données de vendredi. Donc si vous voulez trader sur les données de l'emploi pendant la semaine, vous pouvez. Mais je vous conseille peut-être, si vous voulez vous positionner par rapport à l'emploi aux États-Unis, vous pouvez vous positionner par d'autres choses. Vous pouvez vous positionner par rapport au discours de politique monétaire, vous pouvez vous positionner par rapport à l'addition de la BCE, etc. Mais si vous vous dites, ok, moi je pense que l'événement majeur de la semaine, c'est le rapport sur l'emploi et c'est ça qui va donner la direction des marchés, ne vous positionnez peut-être pas par rapport aux données de second rang, mais positionnez-vous plutôt par rapport au rapport officiel sur l'emploi. Bref. Je continue. Grosse annonce économique de la semaine, forcément, l'addition de politique monétaire de la BCE. Alors ici, c'est pas tant le... Et je vais juste vérifier un truc, 2 petites secondes. Tchac. Il me semblait que la banque publiait ses nouvelles prévisions
Normalement, elle publie ses nouvelles prévisions. Mais bref, c'est pas tant le taux directeur qui nous intéresse. La Banque centrale le maintiendra probablement à 4,5%. Même chose pour le statement. Elle va probablement garder son discours de prudence. En fait, un peu la même chose que la Fed. Hein. Il nous faut plus de confiance avant de diminuer les taux. Mais ce qu'on va surtout regarder, c'est la conférence de presse. Et il me semblait, mais là, bizarrement, c'est pas noté, mais peut-être. Enfin, je vérifierai quand même pour pas dire de bêtises. Mais normalement, le comité, du coup, de la BCE met à jour ses projections économiques. Et si maintenant on observe une révision à la baisse dans la croissance ou une révision à la hausse, à la baisse dans l'inflation, dans les projections d'inflation du coup des économistes de la BCE, ça serait clairement baissier pour l'euro. Mais donc ça, du coup, c'est une data qui influence surtout l'euro. Mais donc de façon générale, quand vous avez une décision de politique monétaire, demandez-vous simplement, est-ce que par rapport à ce qu'on s'attendait, dans la logique des choses, par rapport à ce qu'on s'attendait à entendre de la part de la Banque Centrale Européenne, est-ce qu'elle a plutôt dévié du côté hawkish ou dovish? Mini parenthèse d'ailleurs. Vous m'avez peut-être entendu dire à plusieurs reprises hawkish et dovish dans la vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Hawkish, on va aller sur DeepL. Hawkish en fait ça veut tout simplement dire faucon. Ok, donc c'est un mot en anglais, un faucon, vous voyez l'oiseau. Et dovish en fait ça vient du mot dove qui veut dire colombe. Donc en fait les faucons et les colombes, je vais essayer de vous trouver une image. Voilà, donc une super image. Donc les faucons et les colombes, en fait, c'est une expression qui est utilisée pour parler du ton, du ton, on va dire, de la politique monétaire. Ça veut dire que quand la politique monétaire est restrictive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une banque centrale cherche à ralentir l'économie, mais risque d'augmenter le taux de chômage, ou de ralentir le marché du travail si vous préférez, afin de ralentir l'inflation, de ramener l'inflation à un cible de 2%. Donc c'est l'environnement qu'on a actuellement avec des taux d'intérêt assez élevés. On a une politique monétaire restrictive. Eh bien, on va parler de politique hawkish, puisque du coup, les taux sont restrictifs, la Banque centrale est agressive comme un faucon pour diminuer les pressions inflationnistes dans l'économie. A l'inverse, du coup, quand la Banque centrale est accommodante, quand elle est plus souple, plus soft, on va parler de colombe, donc de dove, on va dire qu'elle est dovish, parce que du coup elle cherche à relancer l'économie en diminuant les taux d'intérêt, en les mettant le plus bas possible pour stimuler l'activité, le crédit et le marché du travail. Et bien évidemment, c'est un cycle, hein, forcément, l'économie fonctionne en cycle, et donc quand les taux d'intérêt sont très bas et que l'activité économique est relancée, généralement ça va ramener plus tard des pressions inflationnistes qui vont nécessiter une politique monétaire hawkish. Bref, c'était une mini parenthèse. Mais donc quand vous entendez hawkish, dovish, pensez à ça. Donc hawkish c'est le faucon, dovish c'est la colombe, et ça fait référence au style de politique monétaire qu'une banque centrale adopte. Mais donc quand vous avez des données, donc une annonce de politique monétaire, ou même ici le témoignage de Jérôme Powell, essayez toujours de voir dans son discours, est-ce qu'il sonne un peu plus hawkish ou un peu plus dovish, et en fonction de ça vous aurez la direction du marché. Donc pour vous donner un exemple, si maintenant la Banque Centrale Européenne dit quelque chose comme « Nous avons discuté de potentielles baisses de taux, nous n'avons pas encore décidé de la date des baisses de taux, mais nous commençons à envisager des baisses de taux, nous avons discuté par exemple des critères qui seraient nécessaires pour diminuer les taux », toutes ces choses-là, toutes ces phrases-là seraient clairement interprétées comme dovish. Pourquoi? Parce que ça suggère que la Banque Centrale Européenne est tout doucement prête à envisager une baisse des taux d'intérêt, peut-être d'ici l'été. Et donc du coup, ce serait interprété comme plus accommodant que ce qui était prévu, puisqu'on ne s'attendait pas à ça, et donc ce serait baissier pour l'euro. A l'inverse, par exemple, pour Jérôme Powell, si maintenant Jérôme Powell dit aussi des choses comme ça, en mode « Nous envisageons des baisses de taux, nous sommes contents des progrès qui ont été faits sur l'inflation semble maîtrisée, le marché du travail revient de plus en plus à l'équilibre », bref, s'il dit des choses comme ça, on va considérer ça comme dovish, parce qu'il reconnaît les progrès vis-à-vis de l'inflation et suggère que l'institution pourrait baisser ses taux d'intérêt très prochainement. Bref, donc ça c'est pour le hawkish dovish. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste le rapport officiel sur l'emploi. Donc le rapport officiel sur l'emploi, c'est une donnée un peu plus compliquée à interpréter parce que c'est un rapport qui est décomposé en 3 données. Donc d'un côté, parfois tu peux avoir une donnée qui est très forte, par exemple la masse salariale, pour avoir ensuite une donnée très mauvaise comme le taux de chômage. Et alors ça peut être un peu compliqué à interpréter, mais généralement, on va dire 8 fois sur 10, les données vont dans le même sens. Donc c'est soit les 3 données sont fortes, soit les 3 données sont faibles. Et donc, pour expliquer simplement, si le taux de salaire horaire augmente significativement, ça veut dire que les pressions salariales liées au marché du travail, donc liées à cette boucle salaire-prix, je l'explique dans pas mal de vidéos, donc je ne vais pas le répéter ici, mais si tu ne sais pas ce que c'est la boucle salaire-prix, tape simplement sur Google boucle salaire-prix.
Mais du coup, si le salaire horaire moyen augmente, ben, tu t'en doutes. Bon, je suis quand même obligé de l'expliquer. Si le salaire horaire moyen augmente, ça veut dire que le coût pour l'entrepreneur, pour l'entreprise est plus élevé et l'entrepreneur, le patron, aura tendance à reporter ses coûts sur le prix de vente de ses biens ou de ses services. Et donc, ça va amener des pressions inflationnistes dans l'économie. Bon, je l'ai expliqué de façon très simple, mais globalement, c'est ça. Du coup, bref, si tu observes le salaire horaire moyen qui augmente significativement, par exemple de 0,3%, 0,4%, donc plus que ce qui était prévu, ce serait, d'ailleurs je peux utiliser le terme maintenant que je l'ai expliqué, ce serait hawkish pour le dollar, ce serait du coup bullish du coup pour le dollar. Souvent hawkish et bullish vont ensemble, et dovish et bearish vont ensemble. Bullish et bearish, même chose, hein, parce que du coup j'ai dit que c'était une vidéo pour les débutants en analyse fondamentale. Bullish, bearish, en fait ça fait référence, je vais montrer ici, au bull qui est un taureau, ok, et un bear qui est un ours. Donc bullish, ben, c'est pour les taureaux, bearish c'est pour les ours. Et donc quand on dit sur les marchés financiers que par exemple, oh mon dieu, l'euro est bullish, ça veut dire que l'euro est haussier, il monte. Quand on dit par exemple, oh l'euro est bearish, pardon, donc oui, l'euro est bearish, ça veut dire qu'il baisse. Donc quand vous m'entendez dire des choses comme si le salaire horaire moyen augmente plus que prévu aux États-Unis, c'est bullish pour le dollar, ça veut dire que ça va faire monter le dollar. Alors, si vous avez du mal à retenir bullish, bearish, ours, taureau, un petit moyen mnémotechnique pour retenir, c'est que on dit en fait, on va prendre un taureau, on dit en fait que le bullish monte parce que le taureau, quand il charge et qu'il attaque, il lève la tête avec ses cornes, il pousse vers le ciel sa proie. Alors que l'ours, du coup, quand il attaque, il va se dresser sur ses pattes et puis tomber sur sa proie. Donc retenez juste ça, peut-être ça peut vous aider, que le taureau, du coup, avec ses cornes, il va vers le haut, alors que l'ours, du coup, il retombe vers le bas sur ses pattes. Donc c'est le... Ben, d'ailleurs, vous avez une belle image ici. Bon, du coup, ils ont inversé les deux, c'est dommage, parce que normalement, c'est du coup l'ours qui tombe... qui chute tout simplement. Donc c'est un petit moyen mnémotechnique, si ça peut vous aider à retenir, ou je sais pas moi, penser aux cornes du taureau qui sont vers le haut et du coup ça monte, enfin bref, trouvez le moyen que vous voulez, mais du coup, enfin à force vous allez retenir, hein. Mais donc bullish vers le haut, bearish vers le bas. Mais donc comme je l'ai dit, donc si le salaire horaire augmente, donc si les pressions inflationnistes liées au salaire sont élevées dans l'économie américaine, c'est bullish pour le dollar, c'est hawkish pour la politique monétaire, voilà. Pour la masse salariale, ben c'est vraiment tricky, donc c'est vraiment compliqué d'interpréter cette donnée-là parce que d'un côté, en fait, lorsque la masse salariale est trop élevée, donc quand le marché du travail tourne à plein régime, ça normalement empêche l'activité de ralentir, c'est ce qu'on a déjà observé, donc l'activité aux États-Unis elle tourne à plein régime, ça empêche l'activité de ralentir et ça met des pressions sur les prix dans l'économie. Mais ce qu'on observe, et c'est un peu illogique, c'est clairement pas ce que tu apprends sur les bancs de l'UNIF en économie, c'est qu'on a un marché du travail qui est très solide, avec des créations d'emplois très élevées. On a eu 353 000, et c'est énorme, emplois créés le mois précédent. Mais en même temps, l'inflation diminue quand même. Donc le marché du travail ne semble pas empêcher l'inflation de revenir à sa cible de 2%, mais il faudra quand même surveiller ça à l'avenir. Mais donc ici, on s'attend à un ralentissement par rapport au mois précédent, on s'attend à 200 000 emplois créés, plus ou moins, et non plus 353 000. J'ai plus le chiffre en tête, mais je sais que 200 000 emplois, c'est quand même beaucoup comme nombre de créations d'emplois pour observer un ralentissement significatif du marché du travail. Donc ça reste entre guillemets trop élevé. Mais bon, quelque part, oui, ça reste trop élevé, mais bon, comme on l'a vu, ça n'empêche pas l'inflation de ralentir. Donc, est-ce que c'est un problème? C'est pour ça que c'est un peu compliqué à interpréter celle-là. Même les économistes ont du mal, pour vous dire. Donc voilà. Mais pour la faire simple, si la donnée sort supérieure aux attentes, donc on observe à nouveau un chiffre fort, donc supérieur à par exemple 200 000, on observe 210 000, 220 000, 230 000, voire même 300 000 pour un troisième mois consécutif, ça, ce serait clairement bullish pour le dollar, parce que ça témoignerait d'un marché du travail qui est solide, et du coup, ça risque d'alimenter les pressions inflationnistes dans l'économie, ça risque de continuer à faire tourner l'activité à plein régime, etc. A l'inverse, un chiffre inférieur au consensus rassurerait les investisseurs donc ils commenceraient à se dire ok, peut-être que la Fed peut diminuer plus rapidement ses taux d'intérêt, donc ce serait dovish pour la Fed, ce serait bearish pour le dollar. J'espère qu'à force d'utiliser les mots, ça commence à rentrer. Donc voilà. Et puis finalement, le taux de chômage, c'est simple. Lorsque le taux de chômage est élevé, ok, donc par exemple, et là il est très bas. Encore une fois, je vais vous montrer. Sur quoi je peux vous montrer? Je vais vous montrer sur Forex Factory. Le taux de chômage est très bas. Si je vous mets par exemple ce graphique là et que je remonte,
et que je le mets en ligne, vous voyez, bon, c'est un peu dégueulasse, donc je vais rester en barre. Mais donc vous voyez, bon ici je peux remonter que jusqu'à 2000, mais vous voyez quand même que 3 à 4% de taux de chômage, c'est très bas. C'est même, la dernière fois qu'on a eu un taux de chômage aussi bas, c'était avec juste avant le Covid en mars 2020. Donc, vous voyez que c'est très très bas, même à l'époque. Hein, ici, on n'avait pas ça, même avec la crise de 2008. Oui, non, du coup, logique, parce que la crise de 2008, le taux de chômage a augmenté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que historiquement, on est à des plus bas. Okay, donc, le taux de chômage est très bas d'un point de vue historique dans l'histoire de l'économie américaine. Donc voilà, mais donc si maintenant on observe une augmentation du taux de chômage, à nouveau ça suggère en fait que les taux d'intérêt élevés de la Fed ont un impact sur l'économie américaine, ont un impact sur le marché du travail, ralentissent ce marché du travail. Mais vous allez rarement voir un taux de chômage qui augmente avec une masse salariale qui augmente. Donc vous allez rarement voir, imaginons ici le chiffre sort supérieur aux attentes, mais le taux de chômage augmente, ce serait un peu contradictoire. Mais ça peut arriver, mais ce serait un peu contradictoire. Généralement les deux vont aller dans le même sens, comme je vous l'ai dit. Mais donc voilà, taux de chômage qui augmente, pour le dire simplement, c'est bearish pour le dollar, et du coup ça suggère une politique plus dovish, donc plus accommodante de la part de la Fed. À l'inverse, un taux de chômage faible qui reste autour de 3,7%, voire même qui diminue à 3,76%, ce qui serait insane, dans le sens où il s'est établi à 3,7% et plus depuis 6 mois. S'il retombe sous la barre des 3,7%, là, la Fed va commencer à avoir les chocottes. Et à ce moment-là, du coup, ce serait bullish pour le dollar. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon, je vous ai pas trop montré sur les graphiques, mais je pense que vous avez compris, hein, quand je dis c'est bullish, ça monte, et quand c'est bearish, ça descend. Donc si tu as le graphique du dollar avec les prix, si c'est bullish, le dollar monte, si c'est bearish, le dollar descend. Et si tu trades une paire comme l'euro-dollar, si c'est bullish, comme c'est l'euro contre le dollar, si le dollar monte, l'euro descend. Et si le dollar baisse, l'euro monte. Donc ça, je pense que tu l'auras compris. De toute façon, tu peux checker après toi-même sur les graphiques. Mais donc voilà. C'était un peu un petit récap. J'espère que la vidéo t'a plu et j'espère qu'elle t'aide en fait si t'es vraiment débutant ou même si t'es un peu avancé mais que tu comprends pas tout en analyse fondamentale. Disons simplement que le niveau que tu as peut-être envie d'atteindre si tu veux utiliser davantage l'analyse fondamentale dans ton trading, c'est celui-là. Bon, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Hein. Je ne suis pas en train de dire que je maîtrise l'analyse fondamentale, pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu devrais être capable de pouvoir décortiquer une semaine de trading comme ça, donc un calendrier, et dire, ok, tiens, telle donnée, je sais exactement ce que c'est. Alors là, comme on les a vite passés en revue, mais pour chaque data, je peux... et ce serait intéressant que vous alliez aussi loin que ça dans votre trading. Je vais l'expliquer juste après pourquoi. Mais je peux du coup, par exemple, le PMI des services, qui est la première donnée importante qu'on a, je sais qu'est-ce qu'ISM, donc la société qui publie ce rapport. Je sais à quelle fréquence le rapport est publié. Je connais aussi les données, qu'est-ce qui est normal de voir. Donc, c'est quoi un chiffre normal, c'est quoi un chiffre bizarre, c'est quoi, voilà. Mais plus particulièrement, parce que ça à la limite on s'en fout, c'est que je sais du coup lire le rapport économique du PMI des services, regarder les indices sous-jacents, interpréter la donnée. Et c'est vraiment important que vous sachiez décortiquer des rapports comme ça. Au jour le jour, non, vous ne l'utilisez pas dans votre trading, dans le sens où je ne me casse pas la tête à lire tous les rapports économiques à chaque fois qu'ils sortent, il y en aurait trop, ce serait trop de travail. Mais disons que si à un moment, tu as une donnée qui sort, qui est bizarre, par exemple, comme je l'ai dit, le sous-indice des prix du PMI des services a bondi à 64, c'est très bizarre. Donc à ce moment-là, ça peut être intéressant d'aller voir le rapport en détail et de regarder, mais tiens, quelle est la cause de ce sursaut de l'inflation dans le secteur des services. Et comme tu as la capacité de le faire, tu peux le faire. Après, comme je l'ai dit, au jour le jour, dans ton trading pur, tu vas juste regarder les données, tu ne vas pas nécessairement rentrer dans chaque rapport pour voir le détail. Mais c'est important de savoir faire plus que ce que tu vas faire en temps réel. C'est un peu comme ta stratégie, pour vous donner une image, tu n'as pas envie de connaître à peu près ta stratégie. Tu veux maîtriser à 200% ta stratégie, être vraiment un pro, un maître de ta strat, connaître chaque petit détail à la perfection, vraiment être rigoureux dans les détails. Et après, peut-être que tu vas saisir des setups qui sont assez simples, mais tu as envie d'être aussi capable de saisir des setups compliqués. Parce que si tu te contentes de survoler les annonces économiques en surface et que tu ne sais pas réellement les comprendre et les interpréter, dans les semaines de trading normal, ça va aller. Donc dans les semaines où les annonces économiques sont plutôt normales, il n'y a rien de fou, tu vas comprendre. Mais dans les semaines où il y a des choses compliquées qui se passent, un environnement macro complexe, comme par exemple la guerre au Proche-Orient, et du coup comprendre l'impact que ça a sur les prix du pétrole, l'offre et la demande, les prix, les pressions sur les prix, la capacité d'une banque centrale à influer sur l'inflation malgré
le fait qu'elle n'a aucun moyen d'impacter l'offre et la demande de pétrole, par exemple, et du coup, quelle composante elle va regarder? Est-ce qu'elle va regarder l'indice global ou est-ce qu'elle va regarder l'indice sous-jacent qui exclut les prix volatiles de l'énergie? Ou par exemple, si on regarde les indices du PIB, il y a, dans le rapport du PIB, il y a 3 mesures du prix, mais il y en a une qui est plus intéressante quand il y a des grosses décorrélations entre les prix de l'énergie et du coup les prix réels. Enfin bref, toutes ces choses-là, c'est important de le savoir, tu vas pas l'utiliser tout le temps, mais dans les moments compliqués sur les marchés, quand les marchés sont un peu différents d'habitude et que tout n'est pas... Parce que voilà, on apprend beaucoup de théories en trading et on regarde... on essaie d'appliquer cette théorie au marché, mais il faut reconnaître qu'il y a des moments où les marchés ne sont pas rationnels, il y a des moments où ce qui se passe, on ne comprend rien. Et un autre exemple qui me vient en tête là maintenant, c'est par exemple la crise bancaire qu'on a eue en mars. Donc pas, si je dis pas de bêtises, c'était en mars 23. Le temps passe tellement vite, je sais même plus, je crois que c'était en mars 23. La crise bancaire qu'on a eue aux États-Unis, si t'es pas calé en fondamental, tu n'auras rien compris à l'impact que ça a eu sur les marchés. Alors l'impact a été quand même assez limité, je trouve, mais ça peut être difficile pour un trader qui est 100% technique. Il va trader sa strat et il va dire punaise mais elle marche pas, elle marche pas, elle marche pas. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, ma strat marche plus, je comprends pas. Mais en réalité c'est parce que l'environnement macro a changé et que les choses qui marchaient avant ne fonctionnent plus dans l'environnement actuel parce qu'on est dans un risk off, donc on est dans un environnement où les investisseurs sont averses au risque et peut-être que pour ta stratégie ça ne marche pas. Donc voilà, mais bref. Ouais, je pense que j'ai tout dit, mais donc franchement, n'hésite pas à aller plus loin. Souvent, on se limite, genre, soyons honnêtes. Et je suis le premier à le faire, mais souvent, on a la flemme, hein, que ce soit pour la stratégie, que ce soit pour... enfin, quand je dis la stratégie, c'est l'aspect plus technique du trading, ou pour l'aspect plus fondamental. On a la flemme, et on va pas jusqu'au bout des choses. On étudie notre strat, mais on maîtrise pas bien les concepts. Les indicateurs qu'on utilise, l'approche qu'on a des marchés n'est pas systématique, elle n'est pas rigoureuse. Et en analyse fondamentale, souvent c'est la même chose. On se dit qu'on va le faire. Et moi-même, il y a encore quelques mois de ça, l'approche que j'avais fondamentale des marchés était vraiment plic-ploc. Je regardais vite fait des articles et j'essayais de faire une interprétation, mais mon analyse fondamentale était mauvaise parce que j'avais pas assez de rigueur. Je n'allais pas jusqu'au bout pour vraiment comprendre la direction du prix et pourquoi les marchés bougent comme ils le font. Je parle d'un point de vue fondamental, hein. Il y a aussi des raisons techniques derrière l'action des prix. Mais donc, voilà, si tu veux réussir en trading, il faut... Là, c'est un petit message qui n'a rien à voir avec la vidéo en soi, mais si tu veux vraiment réussir en trading, et comme pour tout dans la vie, en fait, tu dois en faire plus que tu dois te surpasser, te dépasser. C'est vraiment la mentalité à avoir. Et si maintenant tu lis un article économique que tu comprends pas, au lieu juste d'être là en mode bon je comprends pas, tant pis je ferme la page, non, va plus loin, genre utilise un truc de traduction, relis le truc, essaie de comprendre, s'il y a un concept que tu comprends pas, va sur Google, essaye, va sur YouTube, va sur je sais pas moi ChatGPT, ce que tu veux, essaye vraiment d'aller plus loin pour vraiment comprendre, parce que ce que tu as envie c'est d'apprendre, c'est tout le sens d'ailleurs de cette série de vidéos en fait, le titre c'est étudiant à Trader Pro. Tu as ce statut d'étudiant. Quand je dis étudiant, c'est pas juste parce que je suis étudiant à l'université, non, c'est parce que tu veux avoir cette posture d'étudiant, parce que tu veux apprendre le plus de choses possible. Garde ça à l'esprit. Tu es là pour apprendre. C'est pas grave si tu fais des erreurs, mais ne te ferme pas. Ne te dis jamais « Oh, c'est bon, je sais, je maîtrise ». Non, il vaut mieux te dire, et ça, franchement, c'est un truc que je me répète souvent, il vaut mieux te dire que tu ne sais pas plutôt que de te dire que tu sais quelque chose. Parce qu'à partir du moment où tu dis « C'est bon, je sais, je connais, je maîtrise », tu vas fermer la porte à l'apprentissage et tu vas stagner. Parce que les chances sont pour que si tu n'es pas encore rentable, c'est que tu as encore des choses à apprendre. Et si tu te dis non, c'est bon, je sais, je maîtrise, et que tu ne fais pas ton travail jusqu'au bout, tu vas plus progresser. Et c'est dommage, parce qu'alors, si tu n'es pas rentable, tu vas rester pas rentable jusqu'à ce que tu veuilles bien enfin ouvrir ton esprit, ouvrir la porte à du coup l'apprentissage. Mais pour ça, il faut vraiment rester modeste, rester humble, se dire qu'on ne sait pas. Et d'ailleurs, vous m'entendrez souvent dire dans les vidéos, genre non, ça je maîtrise pas. Alors que pour certaines choses, je suis quand même plutôt bon et je maîtrise plutôt bien. Mais je dis pas ça pour faire preuve de fausse modestie en mode, imaginons que vous m'entendiez dire, oh non, mais l'analyse fondamentale, ok, je maîtrise, mais je suis pas si bon que ça dedans. Et certaines personnes pourraient se dire, mais non, il abuse, il est quand même bon dans l'analyse fondamentale. Mais je dis pas ça pour, comme je l'ai dit, faire preuve de fausse modestie. Non, je dis ça parce que c'est vraiment l'état d'esprit que j'essaye de garder. Parce que si maintenant, demain, je me dis, ok, l'analyse fondamentale, c'est bon, je maîtrise, je vais arrêter d'apprendre. Je vais me fermer, je vais me dire, c'est bon, je dois plus lire des articles économiques, je dois plus approfondir mes connaissances sur les données, lire des livres peut-être sur la macroéconomie et tout.
Et si je me ferme à cet apprentissage-là, ma courbe de croissance, ma courbe d'apprentissage, elle va stagner, voire même régresser, parce qu'en réalité, on n'est pas des êtres qui stagnent, en fait, on régresse un tout petit peu si on arrête de progresser. Bref, voilà, c'était un petit message qui avait rien à voir avec la vidéo, mais globalement, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager si tu as des réflexions à faire en commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire et j'essaie de répondre au plus de commentaires possible. Et puis si tu as aimé, n'hésite pas aussi à liker. Et puis sur ce, on se dit à demain dans la prochaine vidéo.